L'énigme du tableau volé. La découverte inattendue. Marc Delacroix, expert en art mondialement reconnu, avait passé la majeure partie de sa carrière à chasser les mystères enfouis sous les couches de vernis craquelé et les pigments fanés. Ce mardi matin, alors qu'il feuilletait distraitement les pages jaunies d'un catalogue d'art ancien dans son appartement parisien baigné par la lumière douce de l'automne, son téléphone vibra avec insistance. L'appel provenait d'un numéro inconnu. « Allô, Marc Delacroix à l'appareil. » La voix qui répondit était grave, teintée d'un mélange de nervosité et de détermination. « Monsieur Delacroix, ici Étienne Renard. Vous ne me connaissez pas, mais j'ai une affaire urgente et confidentielle à vous proposer. Une œuvre exceptionnelle a refait surface, et votre expertise est requise. » Marc fronça les sourcils. Les collectionneurs privés n'étaient pas rares dans son métier, mais le ton de Renard éveilla sa curiosité. « Quelle œuvre ?» demanda-t-il, en tentant de masquer son intérêt grandissant. « Le masque de l'innocence », répondit Renard après un moment d'hésitation. À ces mots, Marc sentit son souffle se couper. Le masque de l'innocence, une toile légendaire attribuée à Édouard Lefebvre, avait disparu depuis plus d'un siècle. Considéré comme perdu dans l'incendie qui avait ravagé le manoir familial des Lefebvre en 1912, cette œuvre était presque mythique dans le monde de l'art. La possibilité qu'elle réapparaisse soudainement semblait aussi improbable qu'énivrante. « Si c'est une plaisanterie, elle est de mauvais goût, monsieur Renard, » répondit Marc, son scepticisme prenant le dessus. Mais Renard insista. « Ce n'est pas une blague, monsieur Delacroix. La toile est entre mes mains. Je suis sur la Côte d'Azur. Une vente aux enchères privées est organisée demain soir dans ma propriété. J'ai besoin de votre regard expert avant qu'elle ne change de propriétaire. Vous serez grassement rémunéré, mais sachez que ce que vous verrez dépassera tout ce que vous avez pu imaginer. » L'invitation était irrésistible. Quelques heures plus tard, Marc était dans un train filant vers la Méditerranée, son esprit bouillonnant d'anticipation. Le trajet lui sembla interminable, ses pensées virevoltant entre le doute et l'excitation. Qui avait pu conserver une œuvre aussi précieuse dans l'ombre pendant plus d'un siècle? Et pourquoi émergerait-elle maintenant dans une vente privée? Rien dans cette histoire ne semblait logique. Lorsqu'il arriva au domaine Renard, le soleil déclinait, inondant les collines environnantes d'une lumière dorée. Le manoir, une bâtisse imposante entourée de cyprès et d'une aura d'ancienneté, se dressait fièrement au sommet d'une colline surplombant la mer. Une série de voitures de luxe était garée devant l'entrée, et des hommes en costumes sombres accueillaient les invités avec une courtoisie rigide. Marc sentit son appréhension croître en franchissant les immenses portes de bois sculptées. La pièce principale où se tenait la vente était un mélange éclectique de raffinement et de mystère. Lustre en cristal, tapis persan et un étrange silence entrecoupé de murmures feutrés. Enfin, il vit l'œuvre. Le masque de l'innocence trônait au centre de la salle, entouré d'un cadre doré qui semblait fait sur mesure pour elle. L'éclairage habile des spots sublimait les nuances délicates de la peinture. Des tons pastels rehaussés par des touches de lumière éclatantes et ce visage énigmatique d'une jeune femme à l'expression à la fois douce et troublante. Marc sentit un frisson lui parcourir l'échine. La technique, les détails, tout indiquait qu'il s'agissait bien de l'œuvre de Lefebvre. Mais il y avait autre chose, une aura étrange, presque oppressante, qui émanait du tableau. Il s'approcha lentement, sortant une loupe de sa poche pour examiner de près la texture et les craquelures du vernis. Chaque détail semblait confirmer l'authenticité de l'œuvre, mais un doute viscéral persistait. Alors qu'il était absorbé dans son examen, un murmure derrière lui attira son attention. « Cette toile est maudite !» Il se retourna pour voir un homme au visage marqué, un magnat russe nommé Ivanov, célèbre pour son obsession des pièces rares. Ivanov lui lança un regard sombre. « Chaque personne qui a possédé ce tableau a fini par disparaître. Vous devriez le savoir, monsieur Delacroix. » Marc ouvrit la bouche pour répondre, mais il n'en eut pas le temps. Un bruit sourd retentit. La lumière vacilla avant de s'éteindre complètement, plongeant la pièce dans une obscurité totale. Le chaos s'ensuivit. Des cris éclatèrent, des chuchotements nerveux résonnèrent et une sensation d'urgence monta dans la salle. Quand les lumières revinrent, quelques minutes plus tard, le masque de l'innocence avait disparu.
les ombres du passé. Le vol du tableau avait plongé la salle dans un état de stupeur mêlé de panique. Mark, encore secoué, observa les invités autour de lui. Certains échangeaient des murmures fébriles. D'autres regardaient nerveusement la porte, comme si le voleur pouvait surgir à tout moment. Étienne Renard, visiblement agité, ordonnait à ses gardes de fouiller chaque pièce du manoir. Mais au fond de lui, Mark savait que le masque de l'innocence était déjà loin. De retour à son hôtel, incapable de trouver le sommeil, Mark se plongea dans ses notes sur Édouard Lefebvre. Les carnets d'archives mentionnaient peu de choses sur le masque de l'innocence. L'œuvre avait été peinte en 1907, à une période où Lefebvre traversait une crise personnelle et artistique. Certains critiques contemporains avaient évoqué un changement de style dans ses dernières toiles, une profondeur émotionnelle troublante qui contrastait avec la légèreté de ses paysages précédents. Plus étrange encore, Lefebvre était mort subitement, peu après avoir terminé Le Masque de l'innocence, dans des circonstances qui restaient floues. Officiellement, il avait succombé à une pneumonie, mais Mark se souvenait avoir lu des rumeurs de suicide ou même d'un meurtre déguisé. Une intuition grandissante lui soufflait que ce tableau portait en lui une histoire bien plus sombre qu'un simple chef-d'œuvre oublié. Le lendemain, Mark décida de partager ses découvertes avec Camille, son assistante de longue date, une historienne d'art au regard perçant et à la passion contagieuse. Dans le petit café où ils se retrouvèrent, il exposa les faits en évitant les détails les plus macabres. « Camille, je crois que ce tableau cache quelque chose. Peut-être un secret que Lefebvre a voulu dissimuler dans sa peinture. » Elle l'écoutait attentivement, son stylo courant sur son carnet avant de relever les yeux. « Il y a quelque chose d'intéressant ici, Mark. Tous les propriétaires connus de cette toile ont rencontré des fins tragiques. » Camille avait raison. Ensemble, ils firent une liste des anciens possesseurs du tableau, recoupant les informations issues de catalogues d'art, de ventes aux enchères et d'articles de presse anciens. La liste était troublante. Le premier propriétaire après Lefebvre, un riche banquier parisien nommé Armand Dupuis, avait été retrouvé pendu dans son bureau en 1913, peu de temps après avoir acquis l'œuvre. En 1936, une héritière britannique, Lady Eleanor Whitmore, avait été assassinée dans son domaine du Devon, le tableau disparaissant mystérieusement la même nuit. Dans les années 1960, un marchand d'art viennois, Hans Adler, était mort dans l'incendie de sa galerie, où le masque de l'innocence était exposé. Chaque nouveau fil tiré semblait renforcer l'idée que ce tableau portait une malédiction. Une coïncidence peut-être ? Tenta Camille, mais son ton trahissait son propre doute. Ou une série d'événements orchestrés pour masquer quelque chose de plus profond, répondit Mark, le regard sombre. En poursuivant leurs recherches, ils découvrirent un détail intrigant. À chaque apparition publique du tableau, des disparitions ou des morts suspectes suivaient de près, comme si la toile elle-même était un catalyseur de tragédie. Leur enquête les mena à Vienne, où le dernier propriétaire recensé du tableau, Hans Adler, avait laissé derrière lui une petite collection d'objets et de documents. Ils rencontrèrent sa fille, Madame Clara Adler, une vieille femme à la voix tremblante, mais au regard encore vif. « Vous voulez parler du tableau ?» murmura-t-elle lorsque Mark et Camille lui expliquèrent leur quête. Elle les fit entrer dans un salon encombré de souvenirs et de livres. Mon père l'a gardé quelques mois seulement, mais cela a suffi pour détruire notre famille. Madame Adler leur montra une vieille photographie, jaunie par le temps. Elle représentait le masque de l'innocence, accroché dans la galerie de son père, entouré de clients admiratifs. Il disait que Lefebvre avait vu quelque chose qu'il n'aurait jamais dû voir, que ce tableau n'était pas seulement une œuvre d'art, mais un témoignage. Elle posa une main tremblante sur l'accoudoir de son fauteuil. Un jour, il a reçu une lettre anonyme l'enjoignant de détruire la toile. Il ne l'a pas fait, et peu après, tout a brûlé. Le visage de Mark se durcit. Cette histoire devenait de plus en plus troublante. « Vous souvenez-vous de ce que contenait cette lettre ?» demanda-t-il. Madame Adler secoua la tête. « Non, mais mon père disait souvent que la lumière dans l'obscurité peut révéler des choses qu'il vaudrait mieux laisser enfouies. » Avant qu'il ne puisse poser davantage de questions, Madame Adler, subitement prise d'un malaise, s'effondra sur son fauteuil. Camille appela une ambulance,
Mais il était trop tard. La vieille femme était morte. Mark quitta la maison Adler, l'esprit tourmenté. Qui ou quoi voulait à ce point effacer l'histoire de ce tableau? Et jusqu'où ce secret allait-il les entraîner? Une chose était certaine. Le masque de l'innocence n'était pas qu'une simple peinture. C'était un piège, tendu par le passé, et Mark sentait qu'il venait tout juste d'effleurer sa surface. Une course contre la montre. La mort soudaine de Madame Adler laissa Mark et Camille dans un mélange de choc et de confusion. Bien qu'un médecin ait rapidement conclu à une crise cardiaque, Mark ne pouvait s'empêcher de penser que sa disparition était trop opportune. Elle semblait s'inscrire dans la série de tragédies entourant le masque de l'innocence. Mais il n'avait pas le luxe de s'attarder sur ses pensées. Avant de quitter la maison Adler, Mark avait discrètement pris une photographie de la note manuscrite laissée par la vieille femme. Quelques mots y figuraient. Lumière, ténèbres, Montmartre. De retour à Paris, Camille et Marc plongèrent dans les carnets d'Édouard Lefebvre, conservés dans une collection privée qu'il avait fait lui donner accès. Les pages jaunies et fragiles révélaient un homme tourmenté, hanté par une peur qu'il n'osait nommer. L'un des passages attira particulièrement leur attention. La lumière dans l'obscurité révèle la vérité, mais elle est dangereuse. Il faut la cacher, pour le bien de tous. Une adresse était griffonnée en marge, 14, rue des Martyrs, Montmartre. « Nous devons y aller », déclara Camille, son enthousiasme tempéré par une pointe de nervosité. Mais Marc, plus prudent, proposa de vérifier d'abord les archives historiques. Une rapide recherche révéla que l'adresse correspondait à une ancienne maison close, devenue atelier d'artistes dans les années 1900, et fréquentée par Lefebvre lui-même. L'endroit, désormais abandonné, était connu pour ses rumeurs de passages clandestins et de mystères non résolus. Le lendemain, ils se rendirent sur place, leur cœur battant d'une excitation mêlée d'appréhension. L'atelier, caché derrière une façade décrépite, semblait figé dans le temps. Des fenêtres poussiéreuses laissaient à peine filtrer la lumière, et une odeur de renfermé envahissait l'air. Marc força la serrure avec une pince qu'il avait apportée, et ils pénétrèrent dans le bâtiment. À l'intérieur, le silence était presque oppressant, interrompu seulement par le craquement du bois sous leurs pas. Des chevalets brisés et des toiles moisies gisaient çà et là, témoins d'un passé glorieux. Chaque recoin semblait murmurer des secrets enfouis. Marc et Camille s'avancèrent prudemment, leurs lampes de poche balayant les ombres. Puis, près d'un vieux coffre à moitié dissimulé sous une bâche, Marc trouva quelque chose qui fit bondir son cœur. Une petite clé, ornée d'un motif gravé qui ressemblait étrangement à celui du cadre de Le Masque de l'Innocence. Alors qu'ils exploraient les lieux, Camille trébucha sur une planche déchaussée. Sous celle-ci, ils découvrirent un compartiment caché contenant un carnet en cuir noir, scellé par une bande de tissu. Marc, les mains tremblantes, l'ouvrit et découvrit des croquis et des annotations cryptiques de Lefebvre. L'un des dessins représentait clairement le masque de l'innocence, mais des détails supplémentaires y figuraient. Un motif étrange, presque ésotérique, incrusté dans le fond du tableau, invisible à l'œil nu. Une phrase répétée plusieurs fois attira leur attention. « Lux in tenebris » la lumière dans l'obscurité. Avant qu'ils ne puissent analyser davantage, un bruit soudain retentit dans l'atelier. Des pas lourds résonnaient dans les escaliers. Marc fit signe à Camille de se cacher derrière un vieux meuble, tandis qu'il éteignait rapidement sa lampe torche. Un homme vêtu de noir, le visage masqué, entra dans la pièce, une arme à la main. Marc sentit son cœur s'accélérer. L'intrus semblait fouiller l'atelier méthodiquement, ses gestes rapides témoignant de son urgence. Camille, à bout de souffle, murmura à Marc « Il nous cherche ». Il acquiesça silencieusement, essayant de réfléchir à un moyen de s'échapper. Mais l'inconnu semblait implacable, se rapprochant lentement de leur cachette. Lorsque son ombre se projeta à quelques centimètres d'eux, Marc attrapa une barre métallique abandonnée sur le sol et bondit. Une lutte intense s'ensuivit. Le choc du métal contre le bois, les grognements et les coups résonnaient dans l'atelier sombre. Camille, utilisant une lampe cassée comme arme improvisée, frappa le bras de l'intrus, qui lâcha son arme et recula. Marc saisit l'occasion pour pousser l'homme contre une étagère bancale qui s'effondra dans un fracas assourdissant.
L'intrus, désorienté, tituba, mais reprit rapidement ses esprits. « Allez !» cria Marc à Camille, qui s'élança vers la sortie en trébuchant sur les débris. Ils coururent à travers l'atelier, leurs pas précipités résonnant comme une course désespérée. Derrière eux, l'homme les poursuivait, mais ils réussirent à franchir la porte principale et à s'engouffrer dans les rues sombres de Montmartre. Derrière eux, l'homme masqué les poursuivait, rapide et déterminé. Camille, à bout de souffle, s'arrêta un instant pour reprendre son souffle, mais Marc la pressa. « Continue, il ne faut pas s'arrêter. » Une ruelle particulièrement sombre s'ouvrit devant eux. Marc repéra une échelle métallique menant au toit d'un bâtiment voisin. « Par là !» cria-t-il. Ils escaladèrent l'échelle à la hâte, le métal froid mordant leurs mains. Arrivé sur le toit, Marc força Camille à se plaquer contre une cheminée, espérant que leurs poursuivants les perdraient de vue. L'homme masqué apparut au bas de l'échelle, hésitant un instant. Puis, comme s'il savait qu'il avait perdu, il s'éloigna dans la pénombre. Camille, tremblante, murmura « Qui est-il? Pourquoi nous suivre ?» Marc, essoufflé, répondit d'un ton sombre « Je crois que nous sommes plus proches de la vérité que nous ne le pensions, et ça ne plaît pas à tout le monde. » De retour à leur hôtel, Marc analysa les croquis de Lefebvre à la lumière d'une lampe halogène. Une évidence s'imposa. Le masque de l'innocence contenait plus qu'une œuvre d'art. Il cachait un secret. Mais ce secret était-il une bénédiction ou une malédiction? 4. Le dénouement au cœur du mystère. La tension était palpable, alors que Marc et Camille poursuivaient leur enquête, désormais conscients qu'ils n'étaient plus seuls dans leur quête. L'intrus de Montmartre n'était pas qu'un voleur opportuniste. Il appartenait à une organisation bien plus vaste, une ombre menaçante qui semblait prête à tout pour protéger le secret du tableau. Pourtant, loin d'être intimidés, Marc et Camille se sentaient plus déterminés que jamais. L'examen approfondi des croquis de Lefebvre les mena à une conclusion stupéfiante. Le masque de l'innocence n'était pas simplement une œuvre d'art. Derrière ces couches de peinture se trouvait un indice crypté, un message que Lefebvre avait tenté de cacher au monde. Un passage d'un carnet récemment déchiffré évoquait un ancien manoir situé dans la vallée du Luberon, propriété d'une famille qui avait autrefois été liée à Lefebvre. « Le tableau est né ici », écrivait-il, « et c'est ici qu'il doit retourner pour que la lumière dévoile tout. » Marc savait que cette piste était risquée, mais il n'avait pas d'autre choix. Ils devaient se rendre au manoir. Ils atteignirent le domaine tard dans la soirée, une bâtisse majestueuse mais décrépite, entourée de champs abandonnés et plongée dans une obscurité oppressante. La façade du manoir portait encore les cicatrices du temps, des volets brisés battant au vent et des pierres noircies par des années de négligence. Pourtant, une étrange lumière vacillante s'échappait d'une fenêtre du rez-de-chaussée. « Nous ne sommes pas seuls », murmura Camille, sa voix trahissant une inquiétude croissante. Ils entrèrent discrètement, leurs pas étouffés par la poussière et les tapis effilochés. Les couloirs, bordés de portraits de famille décolorés, semblaient s'étirer à l'infini, comme si le manoir lui-même cherchait à les perdre. Finalement, ils atteignirent une grande salle ornée d'un immense lustre brisé. Au centre, posé sur un chevalet, se trouvait le masque de l'innocence, encadré de lumière par des lampes halogènes portables. Marc s'approcha lentement, son regard absorbé par le tableau. Les couleurs semblaient plus vibrantes qu'il ne se souvenait, presque vivantes. Mais ce n'était pas ce qui attira son attention. Grâce aux annotations de Lefebvre et aux croquis qu'ils avaient déchiffrés, il savait quoi chercher. Une section spécifique du fond où un motif presque imperceptible semblait se cacher. Il sortit une lampe UV de son sac et l'alluma. La réaction fut instantanée. Sous la lumière ultraviolette, un réseau complexe de lignes et de symboles se dévoila, brillant faiblement comme une constellation oubliée. « C'est une carte !» chuchota Camille, fasciné. Mais avant qu'ils ne puissent examiner davantage, des bruits de pas résonnèrent derrière eux. Ils se retournèrent pour voir Étienne Renard, accompagné de 2 hommes armés. Renard avait un sourire glacial, son regard calculateur trahissant une intelligence redoutable. « Vous êtes plus perspicace que je ne l'imaginais, monsieur Delacroix, » dit-il, sa voix résonnant dans la pièce vide. « Malheureusement, votre curiosité vous a mené trop loin. » Marc se plaça instinctivement devant Camille,
protégeant son assistante. « Vous saviez pour le tableau depuis le début, dit-il. » Renard hocha lentement la tête. Bien sûr. Lefebvre n'était qu'un peintre parmi tant d'autres jusqu'à ce qu'il découvre un secret que personne n'aurait dû connaître. Ce tableau est la clé de ce secret. Une clé que je ne laisserai pas tomber entre des mains aussi faibles que les vôtres. Marc comprit que Renard ne se contentait pas de collectionner des œuvres d'art. Il cherchait quelque chose de bien plus grand. Un trésor ou une vérité capable de bouleverser les perceptions historiques. « Vous êtes prêt à aller jusqu'au bout pour ça ?» dit Marc, la voix chargée de défi. Renard esquissa un sourire glacial. « Je n'ai jamais reculé devant les obstacles, monsieur Delacroix. Pourquoi le ferais-je maintenant ?» Soudain, un bruit sourd éclata dans la pièce. Camille, rapide, avait attrapé un vase ancien et l'avait projeté contre l'un des hommes de Renard, provoquant une confusion soudaine. Profitant de ce chaos, Marc renversa le chevalet, plongeant la pièce dans une semi-obscurité. La lumière sur le tableau s'éteignit et la salle se transforma en un champ de manœuvre confus. Dans l'ombre, Marc et Camille se dissimulèrent derrière une étagère renversée. Des voix s'élevèrent, tandis que Renard donnait des ordres à ses hommes. « Retrouvez-les !» siffla-t-il. Marc, improvisant rapidement, utilisa une lampe de poche pour éclairer brièvement le tableau, détournant ainsi l'attention des hommes armés. Pendant ce laps de temps, lui et Camille rampèrent silencieusement vers une issue latérale. Lorsqu'ils atteignirent la sortie, ils s'élancèrent dans les champs voisins, portant précieusement les photographies qu'ils avaient prises des indices révélés sur le tableau. Derrière eux, une lueur inhabituelle attira leur attention. Le manoir, plongé dans l'obscurité quelques instants plus tôt, s'embrasa soudainement. Renard, pris dans un accès de rage ou de désespoir, avait mis le feu à la pièce, détruisant ainsi le tableau pour empêcher quiconque d'en percer le secret. Les flammes illuminèrent la nuit, et Marc et Camille observèrent l'incendie depuis une colline, conscients que leur quête ne faisait que commencer. Ils possédaient maintenant une pièce essentielle, les photographies de la carte cachée. Et cette carte, ils en étaient certains, contenait une vérité capable de tout changer. 5. La vérité révélée. Alors que le manoir brûlait dans le lointain, Marc et Camille s'arrêtèrent sur une colline voisine, haletants mais soulagés d'avoir échappé à leurs poursuivants. Le tableau, désormais perdu dans les flammes, ne leur laissait qu'une seule piste. Les photographies qu'ils avaient prises des symboles révélés sous la lumière UV. Marc, assis sur une pierre, examina les images sur son téléphone. « C'est une carte, sans aucun doute, dit-il, ses doigts parcourant les lignes complexes et les motifs inscrits. » Camille, penchée à ses côtés, ajouta « Mais elle n'indique pas un trésor au sens traditionnel du terme. Ces coordonnées mènent à quelque chose de bien plus ancien et, potentiellement, bien plus dangereux. » De retour à Paris, ils passèrent des heures à décrypter les indices, recoupant les coordonnées avec des archives historiques. La carte semblait pointer vers une crypte oubliée sous une vieille église abandonnée, située dans une vallée reculée près de la frontière italienne. Le lien entre Lefebvre, le masque de l'innocence, et cette crypte devint plus clair en relisant les journaux du peintre. Lefebvre y décrivait une rencontre accidentelle avec un groupe d'hommes influents, qui, croyait-il, conspirait pour manipuler des événements politiques majeurs. Effrayé pour sa vie, il avait caché des preuves dans son tableau, espérant qu'un jour quelqu'un de digne les découvrirait. Le voyage jusqu'à la crypte fut long et périlleux. Marc et Camille durent se méfier à chaque étape, sachant que Renard ou d'autres encore ne renonceraient pas si facilement. Lorsqu'ils atteignirent finalement l'église décrépite, un bâtiment envahi par les ronces et oublié du temps, l'atmosphère était lourde de tension. Camille remarqua des traces fraîches dans le sol, signe qu'il n'était pas seul. « On doit se dépêcher », murmura-t-elle. À l'intérieur, l'église était un mélange de grandeur passée et de désolation. Les vitraux brisés projetaient des ombres inquiétantes sur le sol poussiéreux, et les bancs effondrés témoignaient de décennies d'abandon. Marc et Camille cherchèrent l'entrée de la crypte en suivant les indications laissées dans les croquis de Lefebvre. Après des heures de fouilles méticuleuses, ils trouvèrent enfin une trappe dissimulée sous l'autel principal. Un escalier étroit menait vers l'obscurité. Dans la crypte,
L'air était lourd et humide. Des murs recouverts de gravures anciennes semblaient raconter une histoire oubliée. Au centre de la pièce principale se trouvait une grande boîte métallique, ornée de symboles similaires à ceux du tableau. Mark s'approcha avec précaution, ses mains tremblantes, et ouvrit la boîte. À l'intérieur, il trouva un rouleau de parchemin scellé et un petit carnet en cuir. Camille, à ses côtés, murmura « Qu'est-ce que c'est ?» En déroulant le parchemin, ils découvrirent une série de documents historiques d'une importance capitale. Ils semblaient prouver l'existence d'un complot orchestré par un cercle d'élite au début du XXe siècle, un groupe influent qui avait manipulé les marchés financiers, déclenché des guerres et supprimé ceux qui s'opposaient à eux. Lefebvre, témoin involontaire de ces machinations, avait compris que sa vie était en danger. Plutôt que de dénoncer directement ce qu'il savait, il avait choisi d'immortaliser ses secrets dans son tableau. Mais à peine avait-il commencé à comprendre l'ampleur de leur découverte qu'un bruit sourd résonna dans la crypte. Renard et ses hommes étaient là. « Vous pensez vraiment pouvoir garder ça pour vous ?» lança Renard, son arme braquée sur eux. Une tension insoutenable s'installa dans la crypte, chaque seconde paraissant une éternité. Mark, jouant son va-tout, répondit « Si vous tirez, tout sera perdu. Ces documents ne sont pas seulement des preuves, Renard. Ils sont un symbole. Une fois révélés, ils détruiront tout ce que vous et vos semblables avez construit. » Renard hésita, son visage se contractant sous l'effet de la rage et de la peur. Camille, saisissant l'opportunité, activa un mécanisme qu'elle avait repéré sur le mur. Une dalle se déplaça, scellant une partie de la crypte et les séparant temporairement de leurs poursuivants. Dans la confusion, Mark et Camille s'échappèrent par un tunnel étroit qu'ils avaient remarqué plus tôt. Lorsqu'ils émergèrent à l'air libre, la lumière du matin baignait la vallée d'une douceur irréelle. Mais ils savaient que leur bataille n'était pas terminée. De retour à Paris, Mark et Camille remirent les documents à un historien de confiance et contactèrent des journalistes d'investigation. Le secret contenu dans le masque de l'innocence fut finalement dévoilé au monde, provoquant un scandale international. Bien que certains des responsables soient morts depuis longtemps, leurs actes furent exposés et les ramifications politiques secouèrent les élites modernes. Dans son atelier, Mark contempla une dernière fois la photographie du tableau avant sa destruction. « Parfois, murmura-t-il, la lumière dans l'obscurité révèle plus que ce que nous sommes prêts à voir. » Camille, à ses côtés, répondit doucement. « Mais elle est nécessaire, Mark. Même si elle nous met en danger, la vérité doit toujours être révélée. » Et tandis qu'ils se préparaient à affronter les répercussions de leurs actions, ils savaient qu'ils avaient accompli ce que Lefebvre avait espéré, donner au monde une chance de voir enfin la lumière